Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit bilan 2023 si ça vous dit et en même temps une petite projection 2024 en restant très prudent évidemment, en jouant un peu les Madame Irma, en se basant quand même sur les rumeurs les plus sérieuses bien entendu. Et puis, on va le faire constructeur par constructeur. C'est parti. Eh bien, on va commencer par Nikon. Tiens, alors pourquoi Nikon? Je trouve que c'est la marque qui a un petit peu le vent en poupe actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me fait super plaisir parce que il y a encore 2-3 ans, moi, Nikon, il m'inquiétait plus qu'autre chose, on va dire. Un peu comme OM System m'inquiéterait aujourd'hui. Alors non, ça n'en était pas tout à fait à ce point, mais enfin bon, on n'en était pas si loin. Et du coup, je suis super content que Nikon revienne comme ça dans le jeu. Alors ça a commencé déjà il y a un petit moment avec le Z9, puisque il y a eu un trou entre le Z6 II et puis le Z9. Et en 2023, puisqu'on s'intéresse à 2023, ils ont sorti le Z8 qui est plus polyvalent que le Z9, puisque le Z9 c'est quand même un char d'assaut, très clairement. Le Z8, c'est pas un petit boîtier du tout, il est même plus massif que ses concurrents directs qui sont le Canon R5 et le Sony A7R5. C'est un gros boîtier, un petit peu dans l'esprit des réflexes numériques Nikon d'avant, notamment le dernier, le D850. C'est vraiment le même gabarit. Mais alors, il embarque vraiment tout ce dont on peut à peu près rêver là, comme ça, fin 2023, début 2024, c'est-à-dire un capteur plein format à la fois haute résolution et empilé, des capacités photo qui donc forcément sont excellentes, et des capacités vidéo qui sont superlatives, on peut quand même le dire. Le tout pour un prix certes élevé, mais qui est très concurrentiel, à un petit peu moins de 4 500 €. Donc c'est quand même un super coup, là, je pense, qu'a fait Nikon. Et peu de temps après, ils ont sorti le ZF. Alors le ZF, c'est un peu particulier parce que on dirait que ça arrive un peu dans le désordre, quoi. Chez Nikon, on aurait plus attendu un Z6 III, puis peut-être après sa déclinaison rétro, donc le ZF. Non, là, ils ont commencé par la déclinaison rétro. Et du coup, ça préfigure normalement le Z6 III, alors on l'espère, et là on passe du coup aux prospectives 2024 pour Nikon. On espère que là, dans les semaines qui viennent, vraiment, ce Z6 III va enfin sortir, parce que lui, il va toucher vraiment beaucoup plus de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de Nikonistes qui l'attendent, voire peut-être je sais pas, des acheteurs qui attendent pour peut-être changer aussi de marque et qui attendent ce Z6 III, c'est possible, je les comprends. Alors, on ne peut pas spéculer comme ça sur les caractéristiques du Z6 III, vu qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais enfin, si on se base sur ce qu'il y a dans le Nikon ZF, alors bien sûr, on a le nouveau processeur, je vais dire c'est le minimum. On a le nouvel autofocus, en tout cas celui qu'il y a dans le Z8 et le Z9, moins quand même le capteur empilé, ce qui fait qu'il est un petit peu moins rapide que dans le Z8 par exemple. Enfin, ça fait un saut par rapport au Z6 II et c'est attendu, vraiment, au niveau de l'autofocus. Et puis ensuite, il faudra voir, parce que pour le reste, par exemple, tout ce qui est rafale, notamment en obturateur électronique, quand j'ai fait ma vidéo de présentation du Nikon ZF quand il est sorti, j'ai dit que ça soufflait un peu le chaud et le froid, parce qu'autant la cadence rafale, elle monte jusqu'à 30 images par seconde, ce qui fait que en plein format, c'est même très bien, très très bien même. Mais par contre, elle ne se fait qu'en JPEG, et ça, c'est pas bien du tout. Et donc j'espère simplement que ça c'est réservé au ZF et que le Z6 III il fera 7 rafales en RAW, vraiment j'imagine. Je veux dire j'espère plutôt. Voilà. Au niveau des specs vidéo, alors là on verra bien. C'est sûr que j'imagine qu'on aura malheureusement toujours le droit au crop x1.5 en 4K 50 puisque le ZF a ce crop, le Z6 II il a ce crop aussi. Si on reste à peu près dans la même gamme de prix, ça serait étonnant qu'il y ait plus ce crop. Bon, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre en spec vidéo? Ça,
À voir. En tout cas, ce Z6 III est attendu de pied ferme, je pense, hein, par beaucoup de gens. Au niveau des perspectives 2024 pour Nikon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, on attend peut-être, et puis ça serait, j'allais dire, bien, quoi. Un concurrent du Canon R7, donc c'est-à-dire en APS-C, chez Nikon. Parce que Nikon, ben, ils en sont capables, bien sûr. Et puis c'est vrai que chez Nikon, l'APS-C, bon, ça fait longtemps que ça n'a pas évolué. C'est vraiment des boîtiers sans prétention, hein, on va dire. Alors, c'est bien qu'ils existent, il n'y a pas de souci. Mais on attendrait un boîtier un peu plus ambitieux en APS-C chez Nikon. Donc, bon, bah, peut-être que ça sera pour 2024. Souhaitons-le, en tout cas. Voilà, alors pour Nikon, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, passons à son concurrent historique direct qui est Canon. Donc Canon qu'ont-ils sorti en 2023? Alors, pas le R6 II qui est en train de me filmer là, parce que le R6 II, il est sorti fin 2022, pour être précis. Voilà. En revanche, est sorti en 2023 donc son petit frère, le Canon R8. Et là, Canon a frappé quand même un grand coup, hein, parce que par rapport à la concurrence, on va dire, ils ont mis ce boîtier à un prix défiant vraiment toute concurrence. Alors, au niveau des choix techniques, il fallait bien forcément, par rapport au R6 II, enlever des choses, hein. Alors il y avait le choix entre soit baisser tout ce qui est cadence rafale, capacité vidéo, etc., mais garder un boîtier plus ou moins comme le R6 II, ou alors l'inverse, c'est-à-dire garder tout ce qui fait la force d'un R6 II, c'est-à-dire son capteur vraiment très rapide pour un capteur non empilé, hein, s'entend, et une rafale qui est la meilleure des capteurs non empilés de toute façon, hein, en plein format à 40 images par seconde. Et par rapport à tous les boîtiers de la concurrence, un autre argument, c'est la 4K 50 sans aucun crop, suréchantillonné sans aucun crop. Voilà, et bien c'est cette deuxième solution qui a été choisie par Canon, et j'allais dire tant mieux, hein, parce qu'on a un appareil, pour le coup, avec le R8 qui est très capable, c'est-à-dire que vous pouvez carrément envisager d'aller faire de la photo de sport avec ce boîtier, hein, ou de la photo animalière, tout autant qu'avec un R6 II, puisque finalement, ils partagent le même autofocus, le même capteur, la même vitesse d'obturation, hein, c'est-à-dire qu'en obturation électronique, il est capable de minimiser vraiment le rolling shutter et le banding. Donc ça en fait une super proposition à ce prix, hein, c'est certain. Alors, le truc, c'est que par contre, là où il a fallu enlever, c'est sur le boîtier lui-même, hein. Donc c'est un boîtier qui est beaucoup plus petit. Alors, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Quand vous commencez à mettre des objectifs un petit peu conséquents, et c'est souvent le cas en plein format quand même, la prise en main est quand même pas la même qu'un R6 II, hein, c'est sûr. Ça s'accompagne aussi de la petite batterie Canon, hein, alors que le R6 II, il a la grosse. Donc l'autonomie n'est évidemment pas la même. Ça s'accompagne aussi d'un seul slot de carte mémoire, alors que le R6 II en a deux. Voilà. Et puis, surtout, le R6 II, alors là, en photo, par exemple, il a quand même un joystick, hein, qui est, moi, je trouve assez indispensable. Dès qu'on a l'œil au viseur, voilà, le R8 ne l'a pas, hein. Il y a des choix ergonomiques qui ont été faits, bien sûr, aussi, mais enfin, ça reste quand même une super proposition à ce prix-là, je trouve, hein. Donc, on peut féliciter Canon, je pense, de démocratiser le plein format comme ça, parce que les autres marques le font pas spécialement, hein. Si on pense à Sony, alors eux, ils le font pas du tout, c'est sûr, parce que le boîtier le moins cher Sony moderne, c'est le A7 IV, parce qu'évidemment, ils vendent toujours le A7 III et l'A7 II, mais on va parler des boîtiers modernes, quand même, quoi. Voilà. Sinon, Nikon, alors Nikon, ils ont le Z5 quand même, qui est abordable pour un plein format aussi, sauf que le Z5, il date déjà d'un certain temps et il est loin des spécifications d'un R8, hein, quand même, donc on va pas pouvoir comparer comme ça directement. Panasonic, bon, ils ont le S5 II de base, mais il est quand même plus cher qu'un R8, hein. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme démarche de la part de Canon.
Sinon, en plein format, il n'y a rien eu d'autre en 2023 chez Canon. Et on a eu en APS-C, on a eu des boîtiers entrée de gamme. Alors, il y en a deux, le R100 et le R50. Alors, autant le R50, c'est un bon boîtier entrée de gamme, je trouve, par rapport à son prix. Il lâche pas grand-chose par rapport à un R10, finalement, qui coûte quand même plus cher. Bon, il a pas le joystick, lui non plus, tiens, par exemple, alors que le R10 là, on va dire. Mais enfin, il a le même capteur, 24 mégapixels, qui n'est pas stabilisé que le R10. Il a une rafale qui est pas trop mauvaise, par contre, il a un buffer vraiment ridicule. Le R50, je veux dire. Ça, c'est pour la photo. Après, pour la photo, on ne fait pas toujours de la rafale non plus en photo. Il a quand même un capteur tout à fait correct, APS-C de 24 mégapixels. Donc de Canon. Et bon, ça, enfin, je veux dire, le prix, je crois, c'est dans les 700, 750 euros, le boîtier. Et puis, surtout, il garde la force de l'interface Canon, et, du tactile, je veux dire, surtout avec son écran orientable et avec le meilleur tactile du marché, et surtout aussi le très bon autofocus de Canon. Alors, donc c'est quand même une très bonne entrée de gamme, je trouve, chez Canon. Le seul truc, c'est qu'en APS-C chez Canon, le problème, c'est les objectifs, et ça reste un problème encore aujourd'hui, là, en ce début 2024. Alors bien sûr, ils se sont quand même fendus d'un grand angle, d'un 10-18 là, fin 2023, il était temps, on va dire. Par contre, en focale standard, on a rien, quoi. Enfin, rien. On a un zoom 18, soit, alors attendez, je sais plus trop chez Canon comment c'est, ça doit être un 15-45 et le 18-150, il me semble, c'est ça. Dites-le moi si je me trompe. Enfin, on n'est pas dans des ouvertures très folles, et puis il faut se rappeler quand même qu'on est en APS-C, et ces ouvertures-là, on est vite quand même un peu limité en APS-C. Voilà, donc ce qu'on attendrait, c'est à minima un zoom standard à grande ouverture, comme fait par exemple Sigma en monture Sony ou Fuji, le 1850 f2.8. Voilà, sachant que Sony et Fuji ont eux-mêmes des zooms APS-C f2.8, quoi. Donc c'est ce qui manque clairement chez Canon. Voilà, c'est sûr, et c'est très dommage parce que pour le coup, ils ont une belle gamme de boîtiers APS-C maintenant, entre le R50, le R10 et le R7. Et puis donc le dernier de la bande, c'est le R100. Alors le R100, c'est totalement différent, c'est le boîtier que personne ne comprend. Moi le premier, parce que Dixit Canon, c'est le boîtier le plus abordable de la gamme, qui est là pour attirer les jeunes générations et leur faire découvrir autre chose au niveau photo et vidéo que ce qu'ils peuvent faire avec leur smartphone. Ok. Et donc pour ça, qu'est-ce que fait Canon? Il enlève le tactile. Eh oui. Très logique, et il rend l'écran entièrement fixe. Voilà. Il enlève le dernier processeur, il met l'ancien, ce qui fait que l'autofocus a plus les mêmes qualités que dans un R50 par exemple. Et donc là, je veux dire stop, c'est pas la peine de regarder plus loin. Alors oui, il a quand même le bon capteur de 24 mégapixels comme le R50 et le R10, mais enfin, ils l'ont tellement limité pour toute l'interface que ça le rend totalement inintéressant, surtout qu'il coûte que, je crois, 150 € de moins qu'un R50. Donc clairement, fuyez ce R100 et prenez un R50. Voilà, si je pouvais donner un conseil sur ces boîtiers. On a fini avec Canon pour les sorties 2023, les prospectives 2024 de chez Canon. Alors ça risque d'être une année assez riche en plein format chez Canon, d'après quand même les dernières rumeurs, et ça devrait normalement, toujours d'après les dernières rumeurs sérieuses, ça devrait commencer avec le remplaçant du R5, c'est-à-dire la sortie du R5.2. Et là, attention, ça va être du lourd, parce que le R5 premier du nom, il a déjà fixé la barre carrément très haut. C'est-à-dire que quand il est sorti en 2020, il avait quand même un temps d'avance même, on va dire, sur sa génération, un petit peu comme quand Sony avait sorti en 2017 le A7 III, qui avait un temps d'avance aussi lui aussi sur sa génération. Voilà. Le R5, quand on pense qu'en sortant en 2020, il avait de la 8K en RAW en plus, alors
attention, hein, c'est pas moi qui vais dire que la 8K c'est super utile et que c'est génial, et que c'est pas moi qui vais oublier tous les problèmes de surchauffe que ça a créé, et l'image un peu désastreuse que ça a donné à ce moment-là, hein, de Canon avec la sortie de ce boîtier. Mais enfin, ça a été quand même en grande partie résolu par des mises à jour successives. Mais enfin, techniquement, le fait qu'ils arrivent à mettre de la 8K en RAW là-dedans, c'était incroyable, quoi, hein, clairement. Et ça l'est toujours, je trouve, aujourd'hui quand même, hein. Surtout que c'est associé à un capteur de 45 mégapixels. Donc quand il faut ramener tout ça à des définitions vidéo, c'est pas rien, hein, quand même, au niveau de la puissance de calcul que ça demande. D'un autre côté, toujours en vidéo, c'est, je crois, le premier boîtier, hein, en tout cas plein format, c'est sûr, qui est sorti avec la 4K 120. Donc ouais, quand même, il était très en avance. Alors par contre, il n'a pas un capteur empilé, hein, le Canon R5, mais enfin, il a un capteur qui se défend bien quand même, malgré tout, qui monte à 20 images par seconde en obturation électronique. C'est pas le champion du rolling shutter, mais enfin, c'est toujours mieux qu'un Sony A7R5, par exemple, en photo, hein, tout au moins. Voilà, donc ça reste même encore, là, aujourd'hui, un bon achat, hein, Canon R5 en vrai, hein, surtout qu'il a aussi un très bon autofocus, je veux dire. Donc voilà, alors on verra ce qu'ils mettent dans le R5 II, on verra aussi à quel prix ils le placent, parce que évidemment, s'il faut qu'il reste concurrentiel par rapport à un A7R5 ou par rapport à un Nikon Z8, il va pas falloir qu'ils prennent 1000 €, hein, le boîtier, c'est sûr. Donc bon, on verra bien, mais ça va être un boîtier intéressant à suivre, celui-là, c'est sûr. Alors, normalement, un peu plus tard, ou en même temps, j'en sais rien du tout, mais a priori, ça serait un peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire, ça coïnciderait avec les Jeux Olympiques, et c'est logique, la sortie du très attendu Canon R1. Alors, très attendu, pas par le monde amateur dont je fais partie, on est d'accord, mais enfin par le monde professionnel, je crois bien, hein. C'est-à-dire le Canon de tous les superlatifs. Alors là, on peut encore moins imaginer ce qu'ils vont mettre dedans que dans le R5 II, mais c'est un boîtier attendu, et puis alors lui, il est attendu depuis longtemps, en plus, quoi, hein. C'était en gros, depuis que Canon a sorti le R3, c'était en 2021, on attendait dans les mois qui suivent le vrai haut de gamme, quoi, parce que le R3, il est limité quand même à 24 mégapixels. On attendait le vrai super haut de gamme avec le R1, ben, on n'a rien vu venir, et puis bon, là on espère que c'est pour 2024, donc voilà. Après, pour le reste, ben, je ne sais pas trop, en APS-C, leur gamme est récente. Alors, en APS-C, ce qu'on peut souhaiter vraiment, c'est qu'ils nous sortent des objectifs APS-C Canon, ça serait vraiment bien. Et puis sinon, il y a une petite rumeur qui s'est répandue là depuis quelques semaines, c'est que peut-être que, alors là aussi il faut mettre des grosses pincettes, peut-être que Canon et Sigma vont annoncer au mois de février que Canon autorise Sigma à utiliser la monture RF sur certains objectifs. Alors, ça reste à voir bien sûr, mais enfin, si jamais c'était le cas, autant dire que là aussi ça va être du lourd, quoi, parce que bon, quand on connaît quand même le succès des boîtiers Canon actuel, alors que la monture est fermée, alors si jamais il l'ouvre un peu à Sigma, là, ça va être la fête, hein. Bon bref, on verra bien, hein. On a fini avec Canon, allez, Sony quand même, bien sûr. Donc Sony, on en est où là? 2023, ils nous ont sorti quoi, Sony? Le boîtier plein format qu'ils ont sorti en 2023, c'est il y a un mois, hein, clairement, c'est évidemment le A9 III. Alors boîtier très pro, hein, bien évidemment, et très spécifique, mais qui amène évidemment une évolution majeure dans la technique photo, hein, vidéo, c'est la présence de l'obturateur global dans un boîtier hybride, hein. C'est une grande première que nous a sorti Sony là avec ce A9 III. Alors évidemment, il a un tarif stratosphérique, mais c'est une technologie en tout cas voilà, qui commence à arriver, hein, cet obturateur global. Ensuite, Sony, qu'est-ce qu'ils ont sorti en plein format? Rien d'autre, parce que bon, dans 2023, c'était pas vraiment une année de renouvellement de leur gamme A7, hein, c'est logique. Bon, rien à dire là-dessus.
Ils avaient renouvelé la 7R5 fin 2022, donc forcément, et la 7IV, il date que de fin 2021, donc bon, c'est logique. En revanche, là où ils étaient attendus, et depuis un paquet de temps, c'était sur l'APS-C Sony, parce que leur dernier boîtier sérieux, c'était le A6600, qui datait de 2019 quand même. Et puis entre-temps, ils ont sorti des boîtiers APS-C, mais vraiment orientés vidéo, hein, quasiment exclusivement. Et donc on attendait depuis longtemps un boîtier hybride qui venait remplacer ce A6600. Et puis toutes les rumeurs sérieuses qui annonçaient ce boîtier un peu avant sa sortie finalement, hein, puisqu'elle a bien eu lieu quand même mi-2023 cette sortie, toutes les rumeurs sérieuses annonçaient quand même des spécifications super intéressantes, des progrès notamment en photo, en vidéo aussi évidemment, hein. Alors autant ils sont arrivés en vidéo, les progrès, ça il n'y a pas eu de souci, autant en photo, bah, ils ne sont pas arrivés du tout. C'est-à-dire qu'on reste avec un obturateur électronique d'un autre âge, hein, vraiment, hein, chez Sony. Une rafale en électronique qui n'est pas plus rapide qu'en mécanique, pas de prédéclenchement. Voilà, bon. Toujours si on pense à la photo, l'ergonomie, bon, pas de joystick, viseur vraiment moyen, étroit. Bon, bah, décevant pour la photo, clairement, mais par contre, en vidéo, il est top. Et puis, bon, les qualités de l'autofocus Sony, hein, surtout sur les dernières versions, sont connues et sont bien là. Donc, c'est un boîtier quand même qui se tient, mais moi, à mon avis, toujours plus dans un but vidéo que dans un but photo. Et c'est un peu dommage, quoi, je trouve, qu'il n'ait pas plus évolué sur le volet photo. Bon, et voilà, il coûte 1700 €. Ouais. Bon. Ok, donc, puis c'est tout hein, chez Sony. Alors après, en 2024, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Sony? Ben, on n'en sait rien. Il n'y a pas, je veux dire, de rumeurs là, plus ou moins sérieuses, parce que dans la série A7, en fait, l'A7 de base, donc l'A7 IV, il est encore suffisamment récent pour que je pense que Sony ne le remplace pas en 2024, je pense. Hein. Le A7R5, on n'en parle même pas, il est sorti fin 2022, ils ne vont pas le remplacer en 2024 quand même. Voilà. Alors, le seul qui peut-être, oui, si, voilà, va peut-être être remplacé, c'est le A7S3. Peut-être que le A7S4 va sortir en 2024. Alors, moi, ce que j'en pense de la série A7S, c'est des boîtiers, je comprends pas trop, en fait. Alors, l'A7S de base, quand il est sorti, je crois que c'était en 2015, oui, hein, c'était très original, hein, évidemment, comme boîtier orienté vidéo, vraiment en très très basse lumière. L'A7S2 aussi, à la limite. Après, l'A7S3, il a mis vraiment du temps à sortir. Et puis surtout, peu de temps après la 7S3, ils ont sorti Sony la FX3. La FX3, c'est le boîtier entièrement pensé pour la vidéo, basé sur la 7S3. Et je trouve que la FX3, c'est le boîtier cohérent de Sony. Et le A7S3, je ne comprends pas ce boîtier en fait. C'est-à-dire que la série A7 de Sony, c'est des boîtiers comme chez Canon, les R5, R6, enfin les R quoi, de manière générale, chez Panasonic, bref, voilà. C'est des boîtiers qui à la base sont issus de boîtiers photo quand même, au niveau de l'ergonomie, je veux dire, générale. Hein, ils ont la prise en main d'un boîtier photo. Et donc, ça a quand même des inconvénients, des fois en vidéo, alors même s'ils ont des super capacités vidéo, hein, les boîtiers maintenant modernes, ils n'ont pas une ergonomie vraiment de boîtier vidéo, comme a par exemple une FX3. Donc un A7S3 qui a un capteur, entre guillemets, que de 12 mégapixels, donc qui est quand même pas orienté photo, il a son doublon avec la FX3, je comprends plus la présence d'un A7S3, quoi. En fait, alors oui, lui, la FX3 n'a pas de viseur, alors que le A7S3 a le meilleur viseur du marché. Mais ça sert à quoi d'avoir le meilleur viseur de 9,4 millions de points dans un boîtier quasiment exclusivement vidéo? Je sais pas, je trouve pas cohérent ce boîtier en fait. Du coup, alors la 7S4, si jamais il sort, il se murmure qu'il aurait un capteur un petit peu plus défini quand même que 12 mégapixels, mais évidemment pas trop, parce que le but c'est que cet appareil soit toujours excellent en basse lumière. Bon,
Mais enfin, moi, personnellement, je comprendrais qu'ils fassent évoluer la FX3 genre en FX4, quoi, voilà, avec ce nouveau capteur et puis quelques nouvelles spécificités vidéo, puis qu'ils arrêtent la série A7S, quoi. Hein, parce que c'est pas comme si c'était pas assez segmenté comme ça déjà, hein, chez Sony. Bref, voilà, voilà. Alors en APS-C, qu'est-ce qui pourrait sortir? Ben, on ne sait pas trop. Moi, à titre personnel, ce que j'aurais aimé depuis longtemps, c'est que Sony sorte un boîtier concurrent frontalement d'un XH2S, hein, c'est-à-dire avec un super capteur empilé en APS-C et une partie photo, là, cette fois-ci, bien boostée par rapport à la 6700. Bon, c'est peu probable que ça sorte. Voilà, voilà pour Sony. Alors après, je pense qu'ils vont toujours continuer leur sortie d'objectifs, hein, parce que là, pour le coup, là-dessus, ils sont efficaces, hein, Sony, sur les objectifs, le fait de les rendre de plus en plus compacts, de plus en plus qualitatifs. Là, pour le coup, ils sont forts là-dessus, mais ça fait pas tout non plus. Alors oui, après, ils surfent aussi sur le fait que leur monture, elle est totalement ouverte, hein. Et c'est ce qui fait encore leur force, c'est sûr. Maintenant, autant, moi je vous ai dit au début de cette vidéo, je trouve que Nikon, c'est la marque qui vraiment a le vent en poupe, là, en tout cas, en cette fin 2023, début 2024, surtout s'ils sortent le Z6 III rapidement. Autant Sony, ben, je trouve qu'ils sont plus plan-plan, quoi, par rapport à ce que c'était Sony quand ils ont sorti le A7 III, quoi. Bon, ben voilà, hein, la roue tourne un peu, finalement, c'est logique aussi. Allez, c'est assez parlé de Sony, on passe à Panasonic. Panasonic, ils ont sorti, alors c'était le tout début, là, bah, c'était il y a un an pile, début janvier, hein, je crois, 2023, le remplaçant du S5, et alors là, ils ont frappé fort, hein, enfin, ils ont frappé fort, ils revenaient de loin en même temps, mais ils ont enfin mis la détection de face dans leur autofocus, hein, avec la sortie du S5 II, puis un peu plus tard dans l'année, du S5 IIX. Alors des boîtiers séduisants, hein, clairement, un petit peu plus en vidéo qu'en photo, parce que, alors c'est un peu normal, hein, Panasonic, c'est un peu sa marque de fabrique, hein, la vidéo quand même, et ils sont très très bons en vidéo, notamment ils ont des aides au tournage que n'ont pas, hein, la plupart des autres boîtiers du marché. Dans le cas du S5 IIX, il y a aussi des codecs, hein, notamment le ProRes, qu'on peut faire en filmant en plus directement sur un SSD externe, ça c'est quand même top aussi, hein. Voilà, après en photo, bon, ils sont un petit peu moins quand même au top, quoi, absolu, mais enfin, rien que l'autofocus, ça fait quand même un gros progrès. Moi, ce que je regrette sur ces boîtiers, quand même, chez Panasonic, c'est qu'il n'y ait pas de switch photo-vidéo. Ça, vraiment, moi, c'est une des raisons qui m'a fait quitter mon XH2S, hein, pour prendre un boîtier qui a ce switch. Parce que vraiment, je trouve que pouvoir comme ça passer en une fraction de seconde d'un boîtier photo à un boîtier vidéo, c'est vraiment super et c'est aujourd'hui ce qu'on attend, moi je trouve, d'un hybride. Alors bon, il y en a parmi vous, je pense, qui sont beaucoup plus photo et qui n'attendent pas ça, ce que je comprends, hein. Donc moi, à la base, j'étais 99% photo aussi, hein, quand je suis passé aux hybrides. Et puis petit à petit, j'ai découvert la vidéo grâce aux hybrides. Et franchement, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de ce switch, quoi. C'est basculer comme ça d'un boîtier à un autre. Alors quand je dis basculer, ça veut dire que, bon, évidemment, le switch vous fait passer au mode vidéo, mais il ne fait pas que ça. Par exemple, sur le Canon R6 II ou sur les boîtiers Sony récents, tous les boutons du boîtier qui ont une fonction personnalisée basculent dans la personnalisation que vous leur avez mis en vidéo. Donc c'est quand même pas rien, hein. Voilà, et non, chez Panasonic, il n'y a pas ça du tout. Et en plus, c'est pire, c'est-à-dire que c'est un peu comme à l'époque du A7 III chez Sony, où quand vous passiez de la photo à la vidéo, tous les réglages que vous aviez fait en photo, en style d'image et tout,
passait au mode vidéo et vice-versa. C'est-à-dire que moi, ça m'était arrivé de me retrouver en log, en photo. Je savais même pas que c'était possible, en fait, d'avoir le log en photo. Bah, avec Sony, c'était possible, puisque si vous oubliez de l'enlever après un tournage vidéo en passant en photo, vous vous retrouvez en log en photo. Et ben, chez Panasonic, c'est ce qui se passe encore avec le S5 II. C'est vraiment dommage, hein. Donc voilà, c'est un peu le truc, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre Panasonic en 2023? Eh bien, le G9 II. Donc là, le top du micro 4 tiers. Hein, vraiment, qui ringardise, moi je trouve, le OM1 qui n'avait déjà pas trop besoin de ça. On va en parler à la fin de cette vidéo de OM System. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on veut l'appareil haut de gamme micro 4 tiers, il faut courir acheter le G9 II, bien sûr, qui est un super boîtier micro 4 tiers. Voilà, les perspectives pour 2024. Alors, on s'attend à ce que Panasonic mette à jour sa gamme S1. Parce que c'est vrai que depuis qu'il y a le S5 II et le S5 IIX, on voit plus trop bien l'intérêt déjà du S1 de base. Plus personne voit l'intérêt de ce boîtier, bien entendu. Après, il y a le cas du S1 R, qui lui a le capteur haute résolution. Donc c'est plutôt celui-là que Panasonic a priori mettrait sans doute à jour là pour 2024. Le mettre à jour, ça veut dire peut-être lui réduire son encombrement et son poids, parce que c'est vraiment des chars d'assaut, ces boîtiers S1 chez Panasonic. Lui mettre évidemment la détection de face dans l'autofocus, ça va de soi quand même. Et puis peut-être monter des spécificités photo-vidéo aussi, ça, on verra bien, mais enfin c'est attendu, quoi, on va dire, en 2024. Et puis peut-être aussi, ce qui serait logique, de remettre à jour un boîtier micro 4 tiers plus abordable que le G9 II, style le GX9 là, qui existe là, encore, qui était basé sur la technologie du G9. Donc là, on remonte quand même à pas mal d'années en arrière. Ce serait bien qu'ils le remettent à jour aussi. Voilà. On a fini avec Panasonic. Ensuite, on a Fuji. Alors, Fuji, en 2023, ils ont sorti essentiellement le XS20. Parce que les grosses sorties chez Fuji, c'était en 2022. XH2, XH2S et XT5. Donc, c'était sûr qu'en 2023, ils n'allaient pas continuer sur ce rythme-là. Ils ont quand même sorti le XS20 qui était attendu, le remplaçant du XS10. Alors le XS20, je vais le dire clairement, pour moi, je trouve que c'est, de tous les boîtiers APS-C du marché, c'est le plus équilibré. Au niveau rapport qualité-prix, c'est le plus équilibré. Donc le prix, il a pris quand même cher par rapport au XS10 d'origine, mais enfin ça justifie parce qu'il amène quand même beaucoup de choses par rapport au XS10. Et puis si on le compare vraiment à la concurrence, eh bien, tiens par exemple un Sony A6700, il ne fait pas moins bien que le A6700 en vidéo, c'est-à-dire qu'il a comme le A6700 la 4K 50, alors si le A6700 il a quand même en plus la 4K 120, mais alors attention, on parle d'une 4K 120 vraiment de qualité réduite, c'est pas la 4K 120 qu'on a dans d'autres boîtiers quand même. Voilà, je préfère le dire, mais enfin il l'a quand même, ça c'est son petit truc en plus, le A6700. Sinon pour tout le reste, les codecs, il a tout à l'identique, le XS20 de Fuji. Et puis alors là où il est plus équilibré, je trouve, que le A6700, c'est en photo, parce qu'en photo il n'a pas de point faible, le XS20. En photo, il a un obturateur électronique qui est sensiblement meilleur que celui de Sony, puisque de toute façon, il peut déjà monter à 20 photos par seconde en obturation électronique, et même 30 avec un petit crop. Et surtout, il a le prédéclenchement que n'a pas le Sony. Voilà, déjà rien que ça. Ensuite, au niveau viseur, c'est à peu près comme le Sony. Par contre, il a la grosse batterie de Fuji, le XS20, que n'avait pas le XS10, donc ça lui assure une superbe autonomie. C'est un boîtier qui est parfaitement équilibré dans le sens où il tient très très bien en main. Vraiment, la poignée est super bien dessinée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Moi qui ai eu le XH2S et le XS20, donc,
J'avais mieux en main le XS20 que le XH2S. C'est dire, hein, quand même. Et en même temps, il est évidemment très compact, très léger. C'est vraiment une réussite, ce XS20, je trouve. Le seul truc, et il serait temps que Fuji fasse quelque chose rapidement là sur ses prochains boîtiers, c'est vraiment l'interface tactile et même des menus en général, enfin surtout le tactile qu'il faut vite mettre au goût du jour parce que là ça se voit un peu trop comme le nez au milieu de la figure que c'est ringard quoi chez Fuji et que c'est pas avec ça qu'on va attirer les nouvelles générations justement habituées au smartphone. Bien. Alors sinon chez Fuji, quoi attendre en 2024 ? Alors sans doute, hein, visiblement d'après toutes les rumeurs sérieuses, un remplaçant du XT30, le XT32, hein, qui date déjà d'il y a un certain temps. Alors ça, la série XT30, enfin oui, le XT30, c'est la série équivalente finalement au XS 10, 20, sauf que c'est avec l'ergonomie classique de Fuji et pas avec l'ergonomie PASM qu'il y a sur le XS20. Donc en gros, ça serait un XS20, on va dire, avec l'ergonomie XT quoi, de Fuji, en étant évidemment plus compact hein, qu'un XT4 ou un XT5. Voilà, alors maintenant, peut-être qu'il n'aura pas toutes les capacités quand même du XS20, on ne sait pas trop. Hein. On verra bien, mais enfin, c'est un boîtier qui serait bienvenu chez Fuji. Alors là, par contre, s'il sort toujours avec le même tactile nul, donc de Fuji, là par contre ça va être problématique, donc j'espère au moins que ça sera le premier Fuji qui a du vrai tactile quoi. Voilà, après pour le reste, ah bah si, chez Fuji évidemment, vous avez entendu parler je pense du X100V, parce que avant qu'ils partent en délire avec les réseaux sociaux, voilà, ce X100V c'était un petit boîtier qui faisait sa petite carrière bien tranquille chez Fuji, hein, chez un public de connaisseurs, on va dire. C'est pas lui qui faisait le gros du volume des ventes de Fuji. Hein. Et puis, par la magie ou le délire, là, c'est comme on veut l'interpréter, des réseaux sociaux hein, et de la spéculation, ce boîtier a pris une valeur folle, en occasion même, hein, je veux dire, surtout en occasion, vu qu'on ne le trouvait plus en neuf. Pénurie totale. Et donc, il se murmure que Fuji sortirait son remplaçant là, donc en 2024. Bon, voilà, à voir donc. Du coup, ben, il nous reste plus que OM System, oui, parce que sinon, il y en a d'autres quand même. Alors, par exemple, chez Fuji, il y a la gamme GFX, j'en parle pas, je la connais pas, et c'est pas une gamme qui m'intéresse vraiment. Il y a Leica par exemple aussi, donc c'est pareil, j'en parle pas, c'est des boîtiers vraiment spécifiques à des prix vraiment très élevés que bon, là c'est pareil, ça m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Le dernier constructeur qui moi jusque-là m'intéressait quand même, hein, c'était Olympus. Alors Olympus c'était que du micro 4 tiers, mais enfin il y a des bonnes choses en micro 4 tiers. Il n'y a qu'à voir le Panasonic G9 II. Hein. Et certains objectifs qui sont très bien aussi en micro 4 tiers. C'est juste que quand c'est passé à OM System, bon, on sentait bien que ça allait se réduire beaucoup au niveau cadence, bah, ça n'a pas loupé. Alors, ils nous ont sorti quand même l'OM1, qui à mon avis avait été développé avant en grande partie par Olympus. Et puis c'est un appareil qui, on va dire, se vend cher, trop cher. Et surtout son prix, depuis qu'il est sorti, n'a pas baissé. Donc là, non, c'est pas possible. Je crois qu'il est à 2200 €. Quand on voit que le G9 II, il est à 1900 € en lui étant supérieur à peu près sur tous les points, bah, je veux dire, voilà quoi, la messe est dite. Du coup, bon, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir en 2024. Alors là, en 2023, ils ont sorti, entre guillemets, un remake de l'OM5. Je ne veux pas être taquin, mais enfin, je crois qu'ils ont changé une prise, un truc comme ça. Voilà. OM System, quoi. Donc, bon, on verra bien ce que donne 2024, mais moi, je ne suis pas super optimiste, je ne sais pas vous, et j'aimerais bien l'être plus, hein, parce que, bon,
des bons boîtiers, c'était des bons boîtiers ces Olympus là quand même. À la base, bon, alors pour le coup, c'est pareil. Là, au niveau du tactile, c'est les frères jumeaux de Fuji pour ça, malheureusement. Hein, c'est-à-dire, je sais même pas s'il y a du tactile sur les Olympus. Du tactile en visualisation, il n'y a rien du tout dans les menus. Le menu d'accès rapide, je sais pas. Au moins sur les Fuji, le menu d'accès rapide est tactile. Mais enfin, bon, c'est du tactile moyennement utilisable, tellement il est lent, quoi. Voilà. Donc, bon, bah non, je sais pas, en 2024, ce qui va se passer avec OM System, on verra bien. Bah écoutez, voilà, donc je pense qu'on va se retrouver rapidement, enfin j'espère, pour une sortie marquante là de 2024. Voilà, et bah écoutez, à bientôt, merci d'avoir suivi, et puis au plaisir. Au revoir.